Bonjour et bienvenue au podcast Sui Generis. Je suis Alexia Lemasson, membre de Sui Generis et coach certifié pour les personnes trop intenses à travers le monde. À travers ces podcasts, j'ai le souhait de partir à la rencontre d'autres coachs et de discuter techniques, outils et approches pour vous donner l'inspiration de faire le pas supplémentaire dans votre développement personnel, de générer de nouvelles possibilités ou vous donner simplement des outils concrets pour gagner en lucidité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Anne Taupeneau pour parler communication non violente, dite CNV. Nous verrons pourquoi ce type de communication est essentiel et comment il vient s'opposer à notre communication habituelle, dite violente. Comment mettre la CNV en place pour que vous puissiez facilement commencer à l'utiliser dans votre vie pro, perso et même avec vous-même. C'est parti. Anne, bonjour. Bonjour. Merci de passer un petit peu de temps avec moi aujourd'hui. Nous allons parler de communication non violente. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais te présenter, puisque tu es coach en leadership par la communication, formatrice et conférencière internationale, et surtout fondatrice de la Speaking Academy. Tu as tout tellement bien résumé que je ne sais pas quoi rajouter. Merci de me donner du temps aujourd'hui. Et oui, en effet, ce sont les différents rôles professionnels, et parfois même personnels, avec lesquels je jongle régulièrement. Je me réjouis de discuter avec toi. On a eu l'occasion de collaborer par le passé dans plusieurs projets. Et avant d'aborder la communication non violente, j'aimerais déjà que tu nous donnes ta définition de la communication, puisque je la trouve passionnante. J'aime bien dire que tout le monde parle, mais très peu de gens communiquent. Et un jour, j'ai eu une définition de ces deux termes que j'ai trouvée géniale et qui complète bien la mienne. La définition qu'on m'a donnée, c'est mais en fait, quand on parle, c'est pour soi, et quand on communique, c'est pour les autres. Bravo, vous avez tout compris. Et c'est vrai que communiquer, ce qu'on prend pour acquis, qu'on pense que parce qu'on fait du bruit avec notre bouche, on communique, c'est quelque chose d'un peu plus puissant, un peu plus profond et un peu plus complexe. Communiquer, c'est la capacité à mettre en commun, à créer un lieu commun, afin d'atteindre nos objectifs respectifs, souvent différents. Et l'erreur qu'on fait tous, c'est de vouloir atteindre nos objectifs. On oublie de créer un lieu commun, un pont, un centre où retrouver l'autre afin que chacun puisse atteindre ses objectifs. Et créer ce lieu commun, en effet, c'est pas facile. Et surtout, on n'apprend pas à le faire. C'est vrai. Si je résume, parler, si je caricature, c'est faire du bruit avec sa bouche, alors que communiquer, c'est construire un pont pour que, ensemble, nous allions vers un but commun, c'est ça ? Vers un but commun ou non commun. 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 50 personnes n'ont pas toujours les mêmes objectifs ou les mêmes besoins au même moment. Mais notre communication doit nous permettre de créer ce pont où tout le monde peut se retrouver et obtenir quelque chose. Alors créer ce pont, c'est facile, hein, c'est une jolie image, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, ça veut dire être capable de parler, de s'adapter au mode de réception d'informations de l'autre. Quelqu'un qui est très visuel, lui faire un grand exposé oral sans le moindre élément visuel ne va pas lui permettre d'utiliser l'information. Quelqu'un qui est très kinesthésique, qui a besoin de bouger, lui demander de s'asseoir 8 heures, comme la plupart des enfants, comme ce qu'on fait aux enfants, d'enregistrer des informations purement auditives et de les régurgiter pour s'imprégner, il y a des grandes chances que ça ne marche pas. Le système éducatif est en train de se rendre compte et de changer, doucement mais sûrement. Donc créer ce pont commun, c'est prendre le temps de packager notre message, d'abord de connaître notre message, de le clarifier vraiment pour nous, de le mettre dans un format qui est entendable pour l'autre et utilisable pour l'autre. C'est être capable d'aller vers l'autre quand on communique, de faire preuve d'empathie. Et ça, c'est ce qu'on va voir avec la communication non violente. Oui, aujourd'hui, on va aborder un élément de la communication à travers la communication non violente. Et la première question peut paraître vraiment basique, mais qu'est-ce qu'il y a de si violent dans notre communication, dans ces ponts qu'on construit, pour qu'on ait besoin d'inventer la communication non violente ? Bonne question. Nous pensons que notre communication est vertueuse, positive, parce que nos intentions, la plupart du temps, sont positives. Or, si on réfléchit bien, et des études l'ont montré, et dans les années 50, ça s'est vraiment formalisé à travers des livres de Marshall Rosenberg, par exemple, que notre communication est violente dans sa nature. Pourquoi ? Notre manière de voir le monde est catégorisée. Nous comparons, nous jugeons, et nous sommes binaires, c'est bien ou c'est mauvais. Il n'y a pas de juste milieu. Et ça commence très tôt. Et malheureusement, ça commence entre les parents et les enfants.
Un parent va dire à son enfant, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pas de juste milieu. Ton frère va plus vite que toi. Les autres sont plus gentils. Et ça peut être des exemples qui paraissent un petit peu stéréotypés, mais il n'y a pas longtemps, je suis assise à côté d'une maman et sa fille, une toute petite fille, peut-être 2 ans, qui tient sur ses pattes sur la plage et qui est en train de marcher dans le sable et sa maman lui dit, je t'ai déjà dit de pas marcher dans le sable. Elle a 2 ans. Déjà, on se dit, bon, un enfant, attention à ce que l'enfant peut recevoir et pas recevoir, utiliser et pas utiliser. Et elle la prend, elle la pose sur la serviette et elle lui dit, est-ce que les autres enfants font ça? C'est pas bien ce que tu fais, ça fait de la peine à maman. Waouh! Et donc là, on a le jugement, la culpabilité, la comparaison à l'autre et la binarité. C'est bien ou c'est pas bien. Là, c'est pas bien. Et donc, qu'on le veuille ou pas, dans notre communication, c'est notre méthodologie qui est considérée comme violente, qui a des résultats violents. C'est pas nous qui sommes violents, agressifs ou volontairement mauvais. C'est la manière dont on utilise la communication qui a des résultats qui peuvent être blessants pour l'autre. Le catégorise, l'étiquette, le coince dans un style, dans un schéma dans lequel il va grandir. Et j'aime bien dire que nous passons la moitié de notre vie à grandir, à nous développer, basé sur le modèle de quelqu'un d'autre, souvent nos parents, après notre école, après notre employeur ou notre entreprise ou notre société. Et la deuxième moitié de notre vie à nous déconstruire, à casser ces schémas pour pouvoir être vraiment nous-mêmes. Et si on pouvait enlever le plus tôt possible la violence de notre communication, aider les parents, les managers, les collègues, les gens avec qui on travaille, et bien entendu en premier nous-mêmes à communiquer différemment, on gagnerait du temps, on se sentirait moins coincé dans des boîtes, dans des étiquettes. Parce qu'on est plus lent, on a toujours été plus lent que notre frère. On a toujours été plus dérangeant que les autres enfants. On a toujours été plus difficile à gérer en équipe que les anciens employés. Merci. Donc en fait, si je résume, c'est de l'ordre de l'acquis, c'est dès le début, dès les premières interactions, en fait, c'est la seule manière dont on communique avec nous et dont on apprend à communiquer. Et c'est quelque chose qu'en fait, ensuite, tout au long de notre vie, dans la famille qu'on construit, dans notre carrière, en fait, c'est la seule chose que nous sachons utiliser comme mode de communication. On dirait bien. C'est dur à croire, hein, et pourtant c'est très vrai. On a tendance à commencer toutes nos phrases par tu, le jugement, immédiatement. Tu n'es pas gentil, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas rendu le dossier à temps. Alors ça peut être des faits, et bien entendu qu'il faut pouvoir dire tu ou vous, mais ce serait intéressant de commencer à inverser la donne et de partir de nous. Je vois, j'observe, j'ai besoin, j'attends. Comment est-ce qu'on change ça? C'est pas impossible du tout, mais c'est pas comme ça qu'on apprend à la base. Il faut apprendre un peu plus tard. Et c'est ce que nous apprend la communication non violente. Et justement, j'avais donc rebondir tout de suite sur la communication non violente, puisque on a cette violence. Comment on change facilement ça, en fait? Il y a 2 approches. La première, c'est un travail sur soi personnel où on, sans tomber dans le nombrilisme, réapprend à comprendre nos émotions, comprendre nos besoins et à les exprimer. C'est un travail long. La plupart d'entre nous le faisons tout au long de notre vie, et tant mieux, ça nous permet de grandir. Et parce que c'est long, c'est peut-être pas le plus utile aujourd'hui quand on a besoin de vite changer le format. Une autre technique, c'est, malheureusement et heureusement, de rentrer dans de nouveaux réflexes qui, certes, au début, paraissent artificiels, faux, mais quand on les voit utilisés régulièrement par des professionnels, par des gens autour de nous, par nous-mêmes, et qu'on voit les résultats sur l'autre, ça change complètement la donne. Donc, quand je parle d'une méthodologie artificielle, c'est-à-dire qu'il y a 4 étapes qui sont simples, et si on s'oblige à les utiliser, petit à petit, elles deviennent naturelles, et notre mode de communication change. Super. Donc maintenant, on attaque vraiment le cœur de la communication non violente et tu nous as dit qu'il y a 4 étapes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ces 4 étapes sont simples. La première, c'est être capable d'observer la situation de manière neutre, de manière objective, une observation objective. Je vois que le dossier que j'ai rendu la semaine dernière est toujours sur le bureau, plutôt que, c'est toujours pareil avec ce manager, je travaille pour rien, je fais du travail et il en fait rien, il s'en fout. Et si un jour la conversation arrive, ça va être « vous ne respectez pas le travail des autres ». Donc pouvoir dire « j'observe que le dossier est toujours sur le bureau ». Sur votre bureau, le jour où il y a cette conversation, parce qu'on a eu un problème avec le manager. Deuxième étape, capacité à exprimer notre émotion. Comment est-ce qu'on se sent? Être responsable de notre réaction, de notre émotion, de notre ressenti et de nos actions. Je me sens frustrée dans ce poste. Et quand on parle d'émotion,
Il y a aussi les émotions qui existent quand nos besoins sont nourris et les émotions qui existent quand nos besoins sont non nourris. Là, on est dans une situation où le besoin est non nourri. Quel est ce besoin? Il y a une longue liste de besoins. On va les voir juste après. Donc, ça peut être je me sens frustré, je me sens triste, je me sens dévalorisé, je me sens incompris, je me sens utilisé dans cette entreprise. Ce n'est pas idéal de présenter ça à un manager, mais c'est mieux que vous méprisez vos employés. Donc, je me sens non valorisé dans cette entreprise. C'est la deuxième étape, pouvoir parler de ce que l'on ressent. Troisième étape, c'est pouvoir parler de ce dont on a besoin. La liste des besoins, je le disais, était limitée, comme la liste des émotions. Et dans les besoins, on a des grandes bases. Il y a le besoin de subsistance, le besoin d'autonomie, il y a le besoin d'expression de soi, d'intégrité, d'affection, d'interdépendance, de mental, de célébration, de deuil, de spiritualité. Et sous ces grandes catégories, il y a des centaines de possibilités. Donc là, dans cette troisième étape, qui est l'expression du besoin, tu nous as dit qu'il y avait une liste sans fin des besoins. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple un petit peu plus concret, par exemple sur l'interdépendance? Qu'est-ce que ça veut dire exactement et quel type de besoin cette famille englobe? Dans l'interdépendance, il y a des choses comme congruence, connexion, considération, coopération, écoute, compréhension, appartenance. Imaginons qu'on puisse dire dans une discussion, suite au fait qu'un dossier pour lequel on a travaillé tard n'est pas, à notre avis, utilisé dans la réunion importante avec le CODIR, j'ai besoin de ressentir de l'appartenance à cette entreprise, de savoir que ce que je fais a de l'importance, d'être connecté aux grandes décisions et de me sentir considéré pour donner le meilleur de moi-même. Donc ça, c'est la troisième étape, pouvoir exprimer simplement, le plus simplement possible, son besoin. Et la quatrième étape, c'est faire cette demande que l'on a besoin de faire pour aller mieux dans l'échange, dans la dynamique, dans le groupe, dans l'entreprise, dans la vie. J'aimerais comprendre pourquoi le dossier n'a pas été utilisé et j'aimerais savoir la prochaine fois le degré d'importance du dossier afin que je sache si je dois travailler dessus jusqu'à minuit ou si je peux le travailler dessus le lundi suivant. Et si on arrivait à avoir ces échanges plus facilement, au début, ils paraissent vraiment forcés. 4 étapes, il faut que je dise ça en 4 étapes. Et souvent, d'ailleurs, on ne les met pas en place très efficacement. Mais à partir du moment où on essaie, petit à petit, ça devient plus naturel de communiquer en partant de soi. J'observe, je ressens, j'ai besoin et j'aimerais que l'on fasse ensemble quelque chose. Ça marche généralement beaucoup mieux que c'est impossible de travailler dans une entreprise qui ne respecte pas ses employés. Et d'ailleurs, en ce moment, on parle de Great Resignation, de départ, pour plein de raisons sociales, économiques, sanitaires, certes, mais aussi la question cruciale qui revient partout en entreprise, c'est la difficulté à communiquer entre services, entre collègues et avec la direction et aux différents niveaux de la hiérarchie. Les gens ne savent pas faire des demandes constructives et les échanges sont souvent agressifs et ce qu'on peut appeler violents, sans qu'on parle de violence physique, on parle de violence verbale. Je refuse de travailler dans un environnement qui ne prend pas en considération ses employés. Merci, asseyez-vous, on va discuter parce que je ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà le genre de problème auquel sont confrontés beaucoup de professionnels aujourd'hui. Et cet outil simple de la communication non violente qui fait ses preuves depuis des dizaines d'années dans des situations très complexes internationales, de gros enjeux économiques ou des situations peut-être moins lourdes de conséquences, mais qui pèsent sur le moral et la santé mentale de beaucoup de personnes en entreprise, peut être une solution très riche, même si la demande est de plus en plus présente. On vient de me demander une formation en communication non violente en entreprise. Je crée régulièrement des modules que j'intègre dans la communication efficace des managers, mais là, on m'a demandé une journée de communication non violente pour qu'une équipe puisse enfin s'entendre quand ils se parlent. Donc, si je résume, on part d'un fait, et le fait, ce que j'aime, j'avais entendu cette analogie et je la trouve très bonne, ça peut être défendable devant un tribunal. C'est-à-dire, c'est un fait irréfutable. Ensuite, il y a ces deux étapes qui sont l'émotion et le besoin, et c'est peut-être là où ce sera ça qui sera, on va dire, le moins naturel. Et qui demandera peut-être, on verra qu'on n'a pas forcément les mots, qu'on manque de mots pour définir ses émotions, et finalement, de quoi j'ai besoin. Et c'est peut-être ça qui va nous faire hésiter, qui va nous faire balbutier, qui va nous faire peut-être sauter une étape. Mais c'est justement plus on fait cet exercice-là, qu'on pourra développer son vocabulaire, qu'on deviendra peut-être plus sensible aussi aux signes corporels. C'est-à-dire, tiens, quand je suis en colère, j'ai les paumes qui commencent à transpirer. Mais c'est pareil quand on fait du vélo, c'est-à-dire personne ne monte sur un vélo et se casse faire le Tour de France. On tombe, on sinue un peu, mais voilà, c'est une répétition et c'est une nouvelle habitude qu'il faut développer.
pour ensuite pouvoir exprimer à l'autre ce dont il a besoin. Est-ce que j'ai bien résumé ces 4 étapes? Tu les as parfaitement résumés et merci de les avoir simplifiés. Dans ce cas-là, en les résumant, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est que je me dis, mais est-ce que dans ce cas-là, on ne retourne pas la communication pour être un moi, mes émotions, moi, mes besoins, moi, et que finalement, on passe d'une communication certes violente à une communication un peu nombriliste et égoïste? Alors, la définition de base de la communication non violente, c'est une méthodologie, une méthode, une manière d'être avec soi et avec l'autre qui crée de la valeur ajoutée. Donc, le but, c'est pas de parler de soi, de ses besoins et d'écraser les besoins de l'autre, c'est de pouvoir ouvrir la porte pour que chacun puisse entendre l'émotion, le ressenti et le besoin de l'autre. Et si on est honnête, on a du mal à le faire dans la vie privée parce qu'en effet, on n'a jamais appris à nommer, ne serait-ce que nommer nos émotions, nos besoins, simplement. Et quand on arrive à le faire, parfois c'est écrasé par l'autre qui nous comprend. Mais en entreprise, c'est encore moins bien vu. On n'exprime pas nos émotions, on n'exprime pas nos besoins. Donc, apprendre à le faire doucement, avec de la bienveillance, qu'on appelle de la bienveillance en tête. Je te dis ce que je ressens, j'ai besoin que tu me comprennes, et je sais que je te comprendrai mieux aussi. Ça peut permettre un échange beaucoup plus riche. Le but, c'est pas de parler que de soi. C'est de créer ce lien pour que les deux personnes puissent s'exprimer. C'est un art de vivre avec soi et les autres. L'objectif, c'est de créer et d'avoir un lieu où se retrouver au milieu. C'est pas de piétiner l'autre. J'aime bien cette notion d'art de vivre avec les autres. C'est très révélateur. Et est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là que cette communication non violente, c'est une manière finalement de ne pas rompre la communication? On peut tout à fait dire ça parce que ce qui se passe dans le problème de la communication, si on est honnête, c'est que généralement on est coincé au stade où on parle, on fait du bruit avec notre bouche, on émet des besoins, on émet des critiques, on exprime ce qu'on veut, on exprime ce qu'on pense, on écrase l'autre ou pas, on n'arrive pas à le rejoindre. Si on arrive à passer au stade de la communication où on essaye de créer ce pont ensemble, super, mais ce qui se passe souvent, c'est que si on n'a pas créé, en effet, on coupe et on recrée ce vide. Donc là, c'est un moyen de ne pas éviter de communiquer, de créer quelque chose de plus stable sur lequel avancer ensemble, de plus fiable, de plus pérenne. Alors, pérenne, bien entendu que c'est l'objectif, et c'est sûrement un des objectifs le plus difficiles parce que chaque échange, chaque interaction redemande un travail. On ne peut pas dire, ah, maintenant c'est plus facile. On ressent, ça peut devenir plus facile à faire, mais selon la situation, les émotions, les contextes, les états d'âme et les états de santé de chacun, c'est disons comme tout, ces sciences très abstraites qu'on appelle soft skills, rien n'est acquis. C'est un travail constant sur soi et avec l'autre. Mais en effet, créer quelque chose de stable et de pérenne, c'est l'objectif pour que ce soit de plus en plus facile et ne plus couper la communication en cas de difficulté. Et on est d'accord que la communication non violente, quand il n'y a pas de difficulté majeure entre les deux personnes ou les personnes en interaction, on ne se rend même pas compte de son besoin. C'est quand il y a un conflit, quand il y a une difficulté, quand il y a un positionnement différent, quand il y a des besoins non assouvis. Et là, on discute, on se dit, OK, il y a 4 étapes, c'est une nouvelle habitude à développer, ça va peut-être prendre du temps, mais je me dis, de temps en temps, il y a des situations, il y a des interlocuteurs qui nous font dégoupiller, qui nous font voir rouge. Enfin, je me dis, ça doit être très difficile de se dire, oula, attends, alors en fait, là, comme ça, il faut que je décrive le fait. Je pense qu'on peut être aussi absorbé par la violence de l'interlocuteur. Est-ce que tu as quelque chose, moyen mémotechnique, un petit réflexe à adopter pour justement ne pas se laisser happer et se dire non, 4 étapes. C'est exactement ce que me demandent les gens. J'ai besoin d'apprendre à communiquer différemment parce que j'ai tendance à sauter sur la personne, à réagir à chaud. Parce qu'il a dit ou il a fait quelque chose, ou elle a dit, elle a fait quelque chose d'inacceptable pour moi. J'ai une recommandation qui se travaille aussi, mais qui a marché avec plusieurs personnes. Imaginez quand cette situation vous arrive, on n'est pas en situation de crise, on ne vous demande pas de réagir, vous n'êtes pas pompier, on est vraiment dans une situation d'interaction avec quelqu'un. Quand cette situation arrive, imaginez que c'est le début d'une série que vous adorez sur Netflix. Premier épisode, première saison. On est dans la première scène et là, la caméra dézoome. Elle dézoome et on voit juste les personnages face à face. Il y en a un qui a dit ça et tout s'arrête. Comment est-ce qu'on veut que l'histoire se déroule? Est-ce que le deuxième personnage va lui sauter au cou à la fin de la série, le tuer, casser la communication? Ou est-ce que cette personne va mettre en place différentes étapes pour que la série devienne intéressante, plus riche, constructive, et qu'on s'attache aux deux personnages, même le salopard qui a parlé en premier, pardon,
même la personne ignoble qui a parlé en premier. Et que petit à petit, on les découvre et on découvre les besoins de chacun. Donc, j'aime bien dire aux gens, imaginez que vous êtes la caméra et vous dézoomez de la situation. Et d'un seul coup, vous voyez tout ce qu'il y a autour et vous voulez voir la suite. Qu'est-ce que vous allez mettre comme étape? J'aime bien le côté, surtout à l'époque des séries d'aujourd'hui. J'aime bien ce côté, et si on devenait en fait le scénariste de ce qui se passe. J'avais aussi avec une cliente, on parlait elle répondait émotionnellement et violemment à des emails qu'elle recevait, qu'elle prenait très personnellement, et on sait combien l'écrit en plus peut être interprété, peut être violemment interprété. Et on avait mis en place un système qui disait, dès qu'elle lit un mail, qui justement la fait rentrer dans des états pas possibles, elle devait le relire, mais en imitant des voix. Elle prenait les voix de cartoon, elle prenait les voix de gens connus, elle prenait des voix le plus ridicules possible, une fois, deux fois, trois fois, pour qu'en fait, ça perde en intensité et qu'elle soit capable de le relire avec un peu comme toi, un peu dézoomé. Elle creusait une tranchée, en fait. C'était l'idée elle avait besoin, dans ces moments-là, de creuser une tranchée. Alors, ça prenait différentes formes. C'était parfois s'en aller et dire, pour l'instant, là, je ne peux pas. C'était remettre à plus tard l'écriture d'un mail. Elle avait besoin, elle devait visualiser une tranchée. Et c'est exactement ça. Si on a le temps, c'est plus facile. Si on est moins affecté personnellement, c'est plus facile. Souvent, on est affecté personnellement et on n'a pas le temps. Mais si on peut mettre en place chacun sa technique de prise de temps et de détachement émotionnel, facile à dire, hein, mais c'est quand même l'objectif. Pour pouvoir gérer une situation, on a besoin de pouvoir l'avoir de dessus. Donc, trouver sa technique pour avoir le temps d'avoir la vision complète et l'envie et les outils pour pouvoir aller créer ce pont, doucement mais sûrement. Et on a tendance, on vit quand même dans un monde qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus mis sous pression. Et quand le monde ne nous met pas sous pression, on se met la pression tout seul comme des grands. Et pouvoir changer ça, et j'ai l'impression qu'on est beaucoup aujourd'hui à essayer de changer, inverser, passer du mode je cours dans la roue pas du raton laveur, Du hamster. Du hamster. Je cours dans Une la roue grosse roue alors. Une grosse roue, hein, exactement. Non, non, on est quand même en France, je ne suis plus aux États-Unis, donc je cours dans la roue du hamster. Comment est-ce que je sors pour une seconde, une minute, prendre un peu de distance, voir les choses pour ce qu'elles sont, me détacher émotionnellement, ne pas le prendre personnellement. Pour ceux d'entre nous qui ont lu les 4 accords Toltec, un des piliers, c'est ne rien prendre personnellement. Le jour où on y arrivera, on devra être tellement heureux. C'est pas toujours facile, mais quand les choses ne sont pas vues, ressenties ou interprétées comme des attaques personnelles, on a de l'énergie pour les véritables combats qui nous attendent, ceux qu'on peut contrôler, ceux qu'on peut changer, ceux où on peut avoir un impact. Et je rajouterais l'accord Toltec, qui dit qu'on ne doit pas prêter d'intention aux autres. C'est la même chose dans une lecture de mail ou dans une communication violente, en fait. On prête l'intention de nous blesser, de nous humilier, de nous rabaisser. Et après avoir prêté, on interprète. Donc on prête et on interprète. Une fois qu'on a notre interprétation, notre vision du monde, avec notre compréhension, avec nos filtres très, très, très étroits, et qu'on pense que c'est la réalité, notre fonctionnement va forcément être biaisé. Et les conséquences plus ou moins négatives pour nous, pour l'autre, pour la société, pour nos enfants, pour nos collègues, pour notre évolution professionnelle. Et est-ce que je peux revenir sur quelque chose que tu as dit? Tu as dit, de temps en temps, on n'a pas le temps. Mais la question aussi peut-être à se poser, c'est est-ce qu'on n'a pas le temps ou est-ce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps? Parce que le hamster dans sa roue, c'est lui qui court. Personne ne l'a fait tourner à sa place. Donc, cette notion de ne pas avoir le temps, ça peut être aussi de se dire non, ce temps, je l'ai, je choisis de l'avoir. Ça peut être de faire 2-3 grandes respirations. Ça ne veut pas dire forcément dire non, en fait, on est en plein codir, mais ça ne va pas du tout, je me casse, je reviens dans 1 heure. Le temps, c'est quelque chose d'une notion très personnelle. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on pense qu'on ne l'a pas? C'est peut-être aussi une question à se poser en fait. Et ce qui se passe, ce qui est intéressant dans le monde du leadership, c'est que les leaders, alors je ne parle pas du PDG forcément, je ne parle pas forcément du dirigeant, je ne parle pas du team manager, je parle de cette personne, quel que soit son poste, qui même dans une situation sous pression de temps, sous pression d'argent, va pouvoir prendre le temps adapté pour gérer, expliquer, communiquer de manière différente sur une situation qui est en train de se passer, parce qu'il a compris et il a les mots, les moyens et les outils qu'il fallait changer la situation là maintenant, changer la vision, changer la perception de l'autre, ou changer ou remettre les gens sur les rails. Il y a des gens qui le font très très bien et qui deviennent des leaders naturels, même si c'était pas leur poste à la base. Et il y a ceux qui ont des titres
Ils sont incapables de faire ça. Ils vont passer sous la pression du temps qu'ils se sont imposés ou qu'on leur impose. Donc c'est aussi un outil de leader, pouvoir gérer son temps, en plus de savoir communiquer de manière non violente. Tout à fait. Si on en revient, je voudrais rappeler les 4 étapes qui sont donc constater un fait irréfutable, exprimer une émotion, l'émotion qu'on ressent à ce moment-là, exprimer le besoin qui découle de la situation, et enfin, exprimer ce dont on aurait besoin que l'autre fasse, dise, pour apaiser. On a jusque-là parlé du professionnel, on a parlé de la relation aux autres, mais est-ce que ça pourrait également s'appliquer à soi-même? Bien entendu, la communication, de toute façon, commence en interne. Qu'est-ce que je me dis quand je me parle à moi-même? Et très souvent, on est particulièrement violent avec nous-mêmes. Des fois, je me dis des choses, ou j'entends des amis ou des professionnels avec qui je travaille se dire des choses. Je leur dis, est-ce que vous pourriez dire ça à votre meilleur ami si il ou elle était dans cette situation? Et la réponse est généralement à jamais. Ouais, je lui dirai pas ça. Pourquoi est-ce que vous vous le dites à vous-même? Pourquoi est-ce qu'on se le dit à nous-mêmes? Donc, tout à fait, cette communication. Et d'ailleurs, c'est un des meilleurs terrains où la tester. Comment est-ce que je communique de manière non violente avec moi-même? La communication est un peu ce qu'on appelle le ripple effect. Elle a différents niveaux, différents cercles de niveaux. Le premier niveau, c'est à l'intérieur avec soi. Le deuxième, c'est en interne avec nos proches, familiaux, personnels ou professionnels, notre équipe, nos collègues, nos associés. Puis il y a le niveau externe et enfin il y a le niveau public. Ces 4 niveaux demandent les mêmes outils, mais adaptés à chaque situation. Et commencer avec soi, c'est bien entendu là que tous les changements sont possibles. Comme tu dis, en plus, ça peut être un bon entraînement, parce qu'on part finalement de très loin. Et là, on peut recréer le temps, l'espace pour se dire, non, alors en fait, je suis en train de me dire, comment ça, t'as pas encore fini ce projet? Mais t'es tellement lente, mais c'est pas possible. Et de se dire, non, on va essayer de se formuler les choses différemment. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit des 4 étapes. Elles sont parfaitement correctes, mais je pense que c'est intéressant de rajouter un petit point. Quand on dit que la première étape, c'est savoir observer la situation, c'est vraiment observer objectivement la situation. La deuxième étape, savoir exprimer son émotion. Là, j'aimerais revenir en arrière. Finalement, dans ce premier travail, et qui marche encore mieux sur soi, c'est savoir nommer l'émotion qu'on ressent. Troisième étape, savoir discerner le besoin que l'on a ou le besoin que cela touche, le besoin qui n'est pas rempli. Quatrième étape, comprendre ce que l'on veut de mieux ou de différent dans cette situation. Et une fois qu'on a fait ce travail interne, on peut passer au passage de l'expression. Donc là, c'est encore un autre travail et c'est souvent le plus dur. C'est comment est-ce que je décris cette observation objective? 2, comment est-ce que j'exprime, là on peut commencer à parler d'expression, ce sentiment dans le contexte dans lequel je suis, avec la personne avec qui je suis et avec la personne avec qui que je suis. Troisième, comment est-ce que j'émets mon besoin? Et quatrième, comment est-ce que je partage avec l'autre, à l'oral ou à l'écrit, je recommande toujours à l'oral par contre, ce que j'aimerais mettre en place pour que la situation s'améliore. Donc il y a même 2 niveaux. Le niveau de prise en considération, de compréhension et d'analyse personnelle, puis le niveau d'expression. Donc on a du travail, mais quand on commence à le faire ou quand on rencontre des gens qui savent le faire, on voit une différence énorme sur la qualité des relations, des projets et des résultats entre les gens. C'est vrai. Ça commence avec nos enfants. Essayez avec votre ado, plutôt que j'en peux plus de vivre avec un porc dans cette porcherie. Essayez je vois que ta chambre est encore en désordre. Idéalement, on enlève-le encore. Je vois que ta chambre est en désordre. Je me sens utilisée quand je passe beaucoup de temps à faire le ménage dans la maison pour qu'on soit tous bien et qu'il y a toujours des pièces qui sont pas propres. J'ai besoin que, mon travail soit respecté et que 2, tu sois bien. Non, pas tu, on enlève le tu. Que je sois bien les rares fois où je passe dans ta chambre. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un système qui nous apporte à tous les deux ce dont on a besoin? Et d'ailleurs, j'aimerais savoir de quoi tu as besoin, toi. Ça prend un peu plus de temps, mais commencer avec son ado, Et moins agressif. Mais ça peut changer complètement notre relation à notre enfant, qui, comme tu le disais tout à l'heure, est souvent coupé pendant 2, 3, 4 ans. On met ça sur le dos de l'adolescence. Certes, c'est compliqué de vivre avec un adolescent, pour lui et pour lui aussi d'ailleurs. C'est compliqué de vivre avec lui-même. Mais on n'aide pas à créer ce pont. C'est vraiment une période de la vie où les parents ont du mal à créer ce pont. Merci Anne. Est-ce que pour les gens qui souhaitent aller plus loin, tu aurais des ressources à recommander? Je recommande en priorité 2 auteurs. Le premier, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est Marshall Rosenberg, qui a écrit Les mots sont des murs ou des fenêtres, la version française de son livre des années 1950.
Et le deuxième formateur, même s'il y a beaucoup de formateurs très constructifs, je recommanderais Thomas Dansembourg, qui fait des formations vidéo qui sont fantastiques. C'est un ancien juriste qui est devenu psychologue, qui a travaillé avec beaucoup de jeunes et qui change la vie des humains qu'il forme. Thomas Dansembourg. Merci, je mettrai les liens et des ressources en commentaire de ce podcast. Pour les gens qui veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent le faire pour te remercier ou pour discuter un petit peu plus communication? 3 options. Le site internet speakingacademy.eu, LinkedIn Anne Taupeneau ou Speaking Academy, et enfin Instagram ou Speaking Academy. Super. Pareil, je mettrai les liens en commentaire. Merci une nouvelle fois pour ton temps, ton énergie et tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. C'était comme toujours très passionnant. Merci à toi. Sui Generis, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre notre page et à partager les épisodes avec des personnes qui pourraient être intéressées. C'est une excellente manière de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours sur l'épisode en commentaire ou à nous contacter pour nous dire quelle thématique vous souhaiteriez aborder. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode Sui Generis.